En Russie, 10 personnes ont été tuées et 47 autres blessées selon un bilan provisoire dans une explosion survenue dans un wagon du métro de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes ont ouvert une enquête pour actes terroristes et on vient de l'apprendre. 2 mandats d'arrêt ont été émis contre 2 personnes potentiellement impliquées dans l'explosion. Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg, a présenté ses condoléances aux victimes lors d'une courte intervention télévisée. La totalité des stations de métro ont été fermées. L'organisation de l'État islamique avait appelé à frapper la Russie après le début de son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie en septembre 2015. La Russie avait depuis été victime de plusieurs attaques, mais située dans les républiques russes du Caucase. Alors que s'est-il passé à Saint-Pétersbourg? S'agit-il d'un acte terroriste? On en parle tout de suite avec Gauthier Rybinski, notre chroniqueur international. Merci d'être avec nous, Gauthier. Également Bertrand Badi, merci beaucoup d'être avec nous et bonsoir. Professeur de relations internationales à Sciences Po Paris, et également auteur de Nous ne sommes plus seuls au monde, un autre regard sur l'ordre international aux éditions La Découverte. Avant d'engager ce débat, je voudrais qu'on écoute Vladimir Poutine. Je tiens à présenter mes sincères condoléances et ma sympathie aux proches de ceux qui sont décédés et blessés. Les organismes d'application de la loi et les services spéciaux font leur travail. Ils font tout leur possible pour élucider les circonstances de ce qui s'est passé. Bertrand Badi, la Russie est-elle sous menace terroriste ? Elle l'est déjà depuis un certain temps. Vous évoquiez la question caucasienne qui a eu un effet qui allait au-delà du Caucase, puisque un théâtre à Moscou, puisque différents actes terroristes avaient déjà été commis. Ça, c'est les années 2000, hein, on remonte. Oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier, il y a quelques mois, l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, qui était quand même un événement majeur. L'ambassadeur de Russie en Turquie, c'est une personnalité importante, c'est un symbole très très fort, et qui montre qu'effectivement nous passons dans un second temps où ce n'est plus le Caucase qui devient l'élément déterminant de cette pression terroriste, mais où il s'agit bien du Moyen-Orient. Mais je dirais un peu plus que le Moyen-Orient. Il y a comme une ceinture qui entoure la Russie sur son flanc sud, qui commence avec les républiques d'Asie centrale, qui sont directement ou indirectement impliqués dans tous ces conflits. Le Kirghizistan, l'Ouzbékistan sont impliqués dans le conflit afghan, mais envoient de plus en plus de combattants dans les rangs de l'État islamique, et tout ceci fait qu'une sorte de cordon, je dirais, explosif vient s'installer de l'Asie centrale jusqu'au détroit. Et de ce point de vue-là, effectivement, peut-être que Poutine se dit ce soir qu'il est en train de payer l'effet de son implication majeure dans le Moyen-Orient. La Russie a pratiquement remplacé les États-Unis comme grande puissance pivot dans la région. C'est difficile de ne pas s'attendre à des contreparties violentes. C'est probablement le début d'une histoire nouvelle qui est en train de s'écrire. Le début d'une histoire nouvelle, vous dites. Gauthier Rybinski va peut-être réagir, rebondir sur ce que vient de dire Bertrand Badi. Oui, parce que effectivement, il y a cette ceinture dont vous parlez, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, cette ceinture qui a été très largement encouragée dans certaines années par le pouvoir russe lui-même. On prend un exemple, qui est celui de la Tchétchénie. Quand la Tchétchénie, au début des années 90, manifeste des velléités d'indépendance avec Djokhar Doudaïev, qui est un ancien militaire de l'armée rouge, il n'est pas question forcément d'islamisme à l'époque. Sauf que la réponse de Moscou, y compris sous Boris Yeltsin, est une réponse extrêmement brutale. Et petit à petit, on va commencer à parler d'islam. Deuxième exemple, vous parliez de l'Ouzbékistan, avec Islam Karimov, qui était le président pendant des années de ce pays. Une main de fer soutenue par Moscou sur une population étouffée et où la simple velléité d'exprimer une opinion différente est automatiquement qualifiée d'islamiste. À force de crier au loup, on fabrique le loup. Ce n'est pas une excuse pour les islamistes, loin de là, mais c'est ainsi que Moscou a fabriqué un certain nombre de
gens qui sont passés à l'acte, et aussi de gens qui sont passés à l'acte en Syrie, sans parler évidemment des champions, on va dire entre beaucoup de guillemets, du Caucase, comme celui qu'a été Shamil Bassaïev, qui était l'un des chefs de la rébellion tchétchène et islamiste. C'était les Tchétchènes à l'époque. Bertrand Badi, est-ce qu'on parlerait aujourd'hui d'un terrorisme plutôt du côté du groupe État islamique, justement, parce qu'on a parlé des Tchétchènes, d'Al-Qaïda également, à une époque. Aujourd'hui, ce serait plutôt le groupe État islamique contre la Russie ? Alors, il faut être prudent parce qu'il y a la composition de différents phénomènes. Effectivement, spontanément, on pense d'abord à Daesh, à l'État islamique, parce que Daesh n'a probablement pas été l'objectif direct du Kremlin dans son action militaire en Syrie, mais c'est autour de Daesh que va se jouer la finale. Je parlerai de demi-finale pour distinguer ce que les Russes et le gouvernement de Damas et l'Iran et le Hezbollah ont fait face à l'opposition non islamiste. Ensuite, tout ce monde-là va se retrouver face à Daesh et effectivement, il y a une manière d'avertissement de la part de Daesh et de réplique dans la mesure où Daesh, il faut bien le comprendre, est de moins en moins cet État territorialisé dont on parlait est de plus en plus amené à se transformer en pieuvre terroriste, en sorte de réseau complexe d'actes terroristes. On va assister à une déterritorialisation de Daesh. Mais ce n'est qu'une partie du sujet. On évoquait tout à l'heure tout ce long cordon. Il faut voir qu'il y a un véritable trans-islamisme dans le sud de la Russie, que entre ce qui se passe dans le nord de la Mésopotamie, en Afghanistan, en Asie centrale, jusqu'en pays ouïghour, à l'ouest de la Chine, il y a des connexions, des solidarités et des volontés d'expression. Ajoutons un dernier élément, c'est que Poutine est arrivé au pouvoir comme Premier ministre de Yeltsin, rappelez-vous, sous le mot d'ordre, on va poursuivre les terroristes jusqu'à un endroit que je n'ose pas nommer ici à la télévision. Donc, c'était sa marque initiale. L'attaquer, si je puis dire, par le biais du terrorisme, c'est remettre en cause ce qu'il tenait pour le fondement de sa légitimité et de son identité. Donc, effectivement, c'est pour ça que je crois qu'on entre dans une page politique très forte dans l'histoire contemporaine de la Russie. Et le transislamisme serait justement propre à l'histoire de la Russie, Gauthier ? Il serait propre à l'histoire de la Russie? Non, il est consubstantiel à la manière dont la Russie a voulu administrer la fin de l'Union soviétique, y compris sous Yeltsin. Mais quand vous parliez de Vladimir Poutine et de son obsession d'aller traquer les terroristes, alors je n'aurai pas votre décence ni votre pudeur jusque dans les chiottes, il y a précisément la volonté d'éradiquer quelque chose parce que l'on peut s'en servir aussi. Et je reviens à un attentat. Ça, c'est la manipulation. Oui, c'est la manipulation à l'attentat de Volgodonsk en 99. Et là, on se dit, est-ce que ce sont les Tchétchènes, les islamistes du Daghestan? Il y a bien sûr une incursion des Tchétchènes au Daghestan qui essayent de regrouper déjà un certain nombre de territoires caucasiens. Mais il y a des doutes, de forts doutes, sur le fait que le FSB, les services de renseignement russes, n'aient pas été à l'origine de cela. Alors, vous savez, c'est compliqué, parce que si on dit cela ce soir, on a l'air de faire du révisionnisme, du relativisme. On dit, c'est qu'on accuse toujours les autres et on ne veut pas accuser les islamistes. Mais attention avec Moscou, parce que Moscou a joué avec le feu, a su par le passé déjà jouer avec l'islamisme. Et Bertrand Badi, pourtant, les services de sécurité russes ont dit avoir à plusieurs reprises démantelé les cellules djihadistes qui s'apprêtaient justement à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors ce n'est pas vrai ou c'est vrai ? Vous savez, la Russie ne fait pas exception par rapport à la problématique générale de ces actions violentes un peu partout dans le monde. On arrive à déjouer un nombre majoritaire d'attentats montés. Il y a toujours un certain nombre d'entre eux qui passent entre les mailles du filet et qui font mal. De ce point de vue-là, l'histoire russe et l'histoire occidentale, ou plutôt le contemporain russe et le contemporain occidental, se ressemblent beaucoup. Nous sommes... Ils ont renforcé les mesures de sécurité, véritablement, dans les villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, et les services de renseignement russes sont parfaitement rodés à ce genre d'exercice, mais on retrouve toujours le même problème. Ces vieilles puissances ne savent pas faire face à ces formes modernes, c'est-à-dire inédites de violence. Je veux dire par là qu'il était un temps
où les puissances occidentales se battaient canon contre canon. C'était prévisible, c'était ordonné, c'était organisé. Il y avait un vainqueur et un vaincu. Il est loin ce temps. Oui, il s'éloigne de plus en plus, parce que de plus en plus, ces vieilles puissances sont attaquées sur un flanc qui, en quelque sorte, les laisse impuissantes, parce que le canon traditionnel, face à ces formes nouvelles de violence disséminées, n'a pas l'efficacité qu'il avait autrefois. Bien sûr, il y a des entrepreneurs de violence qui savent en profiter et qui savent marquer des points. C'est-à-dire que c'est plus facile pour l'armée russe de reconquérir, avec beaucoup de guillemets, la ville d'Alep que de se protéger de manière efficace et définitive contre ce risque de violence qui, en plus, va l'envahir sur son propre sol. Il ne s'agit plus de combattre sur le sol des autres, c'est être combattu sans qu'on puisse répliquer sur son propre sol. Et ça, c'est effectivement le drame que vivent les vieilles puissances aujourd'hui. Gauthier, c'est vrai que cet attentat pour l'instant supposé, en tout cas cette attaque dans le métro, rappelle tout de même l'attaque sur le pont de Westminster. Enfin, on est quand même dans la même veine. Oui, alors, à ceci près qu'il y a quelque chose de gênant, et il faut que vous preniez ce que je vais dire avec beaucoup de pincettes. On a assisté par le passé à des attentats massifs en Russie, que ce soit à Moscou, à l'aéroport de Domodedovo, dans le métro aussi, sans parler bien sûr du sud de la Russie. Donc là, c'est 2010. Oui, 2010, c'était le métro, ou voilà. 2012 Et 2011, c'est l'aéroport de Domodedovo. Bon. Il semble là que le mode opératoire, c'est-à-dire la nature de l'explosif, et c'est là que je demande de l'indulgence, parce qu'il y a 10 personnes qui sont mortes, mais malgré tout, le type d'explosif ne semble pas avoir été de nature à produire, on va dire, encore plus de victimes. Donc, à partir de là, il faut se demander quelle a été l'intention de ceux qui ont commis l'acte. Est-ce que c'était, bien sûr, tuer, manifestement c'est le cas, mais surtout faire peur? Ou bien est-ce qu'il y a un ratage quelque part? Pour moi, la nature même de cet explosif est extrêmement douteuse. Et quand vous dites elle fait penser, cet attentat, s'il en est un, fait penser à Westminster, je serais plus prudent, plus circonspect, dans la mesure où celui de Westminster est immédiatement, ou quasiment immédiatement, revendiqué par l'organisation État islamique, et il y a une identification d'un acteur. Là, vous avez vu comment les autorités russes sont prudentes. Le parquet, la procurature parle d'une enquête diligentée. Deux mandats d'arrêt qui ont été donc émis contre deux personnes potentiellement impliquées dans l'explosion. Et Vladimir Poutine lui-même, qui est très prompt d'ordinaire à dénoncer l'acte terroriste avec les sous-entendus islamistes, là, il est un petit peu circonspect, il est sur des œufs un peu. Bertrand Badi, pourquoi serait-il si prudent cette fois, les Russes? Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas parler du terrorisme au singulier. C'est-à-dire que ce qui caractérise ces formes nouvelles de violence, c'est leur extrême variété. Alors, une variété qui peut être pensée, souhaitée, pour créer des résultats différenciés, pour mêler peur et action, certainement, mais aussi probablement parce que les sources et les origines ne sont pas forcément les mêmes. On parlait beaucoup de Daesh tout à l'heure, moi-même je l'ai fait. Il ne faut pas non plus voir Daesh comme étant une sorte de quartier général où se pensent et s'organisent toutes ces formes de violence. Il y a énormément de place laissée non seulement à l'acteur individuel, mais je dirais à l'initiative individuelle. Et on voit bien ce qui s'est passé récemment à plusieurs reprises en France, comment il s'agissait probablement plus d'initiatives individuelles inspirées par que provoquées ou décidées par. Et donc il faut s'habituer à voir cette espèce d'éventail de formes de violence se reproduire un peu partout dans le monde. Ça ne signifie pas pour autant que ces actes soient anodins ou indépendants de la conjoncture internationale. Au contraire, je crois qu'il faut toujours... Vous leur trouvez des points communs, en tout cas, Bertrand Badi, à vous écouter.
Il y a en tous les cas, et c'est ce que Gauthier Rybinski Donc, disait y compris tout à en l'heure, Russie. il y a un contexte global qui favorise la poussée de ce genre d'action, mais pour autant, il n'y a pas en face un interlocuteur que l'on puisse neutraliser ou avec lequel on pourrait négocier une trêve. C'est plus du tout cela, le jeu de la violence internationale. Mais le groupe État islamique n'est-il pas affaibli maintenant tout de même en Russie, en Irak, avec ce qui se passe aujourd'hui Oui, mais justement, Gauthier. ça n'exclut pas ce que vient de dire Bertrand Badi, c'est-à-dire d'une part sur le plan géographique, l'émiettement de ceux qui ont réchappé, qui ont échappé à la mort sur les terrains syriens et irakiens, et puis bien sûr la naissance d'initiatives individuelles à partir du moment où le modèle en tant que tel, il faut bien savoir que le Daesh... C'est pas parce qu'il est affaibli sur le terrain, vous dites en Syrie, finalement en Irak, qu'il y aura moins d'attentats ou d'attaques, en tout cas ailleurs en Europe. Prenez un individu, par exemple, qui adhère à Daesh en disant « l'idée d'un émirat ou d'un califat, c'est formidable ». Bon. Et puis aujourd'hui, on voit que cette idée, c'est comme une peau de chagrin, elle va être déchirée, l'idée du califat. Donc il faut se venger, il faut se projeter dans l'avenir qui est court, puisqu'on va se suicider si on participe à un attentat. Mais vous voyez, le cheminement psychologique qui peut être celui d'un djihadiste potentiel. En même temps, il est moins flamboyant, le groupe État islamique, soudainement. Oui, mais par exemple, dans le Caucase, on a très souvent parlé, et encore aujourd'hui, d'établir un émirat caucasien, qui sera tout aussi onirique et fantasmagorique que le califat ou l'émirat d'Irak ou de Syrie, mais qui est un nouvel objectif, une sorte de nouvelle cible à donner à ceux qui seront orphelins, entre guillemets, de la guerre en Syrie ou en Irak. Donald Trump, en tout cas, a l'air assez affirmatif, puisque lui dénonce, on vient de l'apprendre, l'attentat horrible de Saint-Pétersbourg, Bertrand Badi. Oui, il a dénoncé aussi un attentat à Stockholm qui n'a jamais eu lieu. Enfin, je veux dire, lui, c'est la promptitude, justement, de récupérer des événements réels ou fictifs pour l'inscrire dans une carte du monde qui, dans son esprit, est dominée par une stratégie terroriste. On loupe l'essentiel. Il n'aurait pas dû utiliser ce terme? Vous pensez que c'est prématuré? Je ne suis pas là pour... Non, mais il a l'idée d'éradiquer définitivement Daesh en les bombardant. Mais oui, et ce n'est pas du tout cette problématique-là. Voilà. Aujourd'hui... L'actualité de la violence internationale, elle dépend davantage des comportements sociaux et des comportements individuels que des stratèges. Et donc, effectivement, quand le grand stratège américain dit qu'il y a de bonnes chances pour qu'il soit à côté de la plaque. Gauthier Rybinski? Oui, tout à fait. Ça sera le mot de la fin. Mais oui, mais parce que quand vous avez des individus, on le voit bien en France, et ce n'est pas une excuse, mais les hommes politiques refusent de voir ça, des individus qui vivent dans une sorte, et là je reprends un terme qui est cher à Bertrand Badi, dans une forme d'anomie sociale, c'est-à-dire de perte de repères. Et tout d'un coup, on leur en donne un repère. Eh bien, ils le suivent malheureusement, et ça donne des attentats. Mais quand on ne perçoit pas la dimension sociale de ce que peut être le terrorisme, on fait comme Donald Trump, on pense qu'on va prendre un marteau et écraser la mouche avec. Eh bien, la mouche, elle sera peut-être écrasée, mais ça ne changera rien. Merci Gauthier Rybinski, merci Bertrand Badi d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve après une courte pause pour un deuxième débat. On va parler fraude fiscale. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre, Véronique Rigolet et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. C'est quand même la question à maintenir. Une personnalité, les